bonjour à tous. Alors, comme mon titre le laisse entendre, je vais parler aujourd'hui d'archéologie crétoise et du développement de la cité-État en Crète, et aussi d'archéologie spatiale, c'est-à-dire d'archéologie qui a pour objet d'étude l'espace en tant que tel, et donc l'archéologie du territoire. Alors, je ne vais pas vous proposer aujourd'hui une histoire du territoire en Crète centrale au cours du développement de la cité-État, car mes recherches ne seront pas avancées suffisamment à ce stade. Mais je vais plutôt vous proposer différentes études de cas qui me permettront, je l'espère, de vous présenter les méthodes que j'essaye d'appliquer et les apports de l'archéologie spatiale à la compréhension du développement de la cité-État en Crète centrale et en particulier de son volet territorial. Donc, c'est bon. Donc, d'un point de vue du contexte, ma recherche porte sur le département moderne d'Héraklion en Crète. C'est une délimitation moderne qui n'a aucun sens pour l'époque antique, mais qui représente tout de même une certaine réalité géographique, puisque cette préfecture est délimitée au sud et au nord par la mer, et à l'est et à l'ouest par des massifs montagneux culminant à plus de 2000 mètres d'altitude. On a donc bien là une unité géographique relativement cohérente qui fait sens et donc que l'on peut aussi utiliser pour étudier le territoire aux époques plus anciennes. D'un point de vue chronologique, mon travail commence au Minoen récent 2, à partir de l'établissement d'une administration mycénienne en Crète, jusqu'à la conquête romaine de l'île à la fin de l'époque hellénistique. Les données sur lesquelles je m'appuie dans mes recherches sont essentiellement issues de prospection archéologique. Alors pour les non-archéologues dans la salle, il s'agit une campagne de prospection. Ce sont des personnes qui marchent en ligne sur des parcelles afin de repérer tout indice archéologique, et donc cela produit un nombre très important de sites archéologiques. Ça permet de détecter un nombre très important de sites archéologiques. Ces données de prospection sont complétées par des données de fouilles, bien évidemment, et par quelques inventaires plus anciens, ayant permis de produire une base de données de l'occupation du territoire dans le département d'Héraklion, du Minoen récent 2 jusqu'à l'époque hellénistique. Sur cette carte, vous voyez, elle n'est pas complètement à jour, mais un état actuel de cette base de données, donc l'ensemble des sites recensés pour l'instant, ou presque. Et comme on le voit immédiatement, on a une très importante... Est-ce que ça me permet... Voilà. Oui. Donc on a des zones avec une densité de sites beaucoup plus importante qu'à d'autres endroits, du fait de ces données de prospection. Puisque certaines zones seulement ont été prospectées, ces zones sont artificiellement beaucoup plus densément peuplées que d'autres, et cela produit bien évidemment des biais importants dans des études quantitatives. On peut avoir des biais statistiques si, par exemple, on cherche à étudier l'occupation de certains types de terroirs au cours du temps. Et ce biais a bien été mis en évidence par Florence Genro-Drissen dans un exercice de pensée qu'elle présente dans le livre issu de sa thèse de doctorat. Alors, je vous propose de le lire ici. Imaginons que les vestiges de l'antique cité de Dréros aient été peu visibles en surface et qu'aucune fouille n'y ait été conduite, mais que le massif ait seulement fait l'objet d'une prospection intensive. Celle-ci aurait probablement conclu à l'existence d'une vingtaine de sites de nature variée et datés entre le bronze récent et le premier âge du fer. Alors, en effet, les données de prospection produisent un inévitable biais en démultipliant artificiellement le nombre de sites. Si un grand site est enfoui, il risque d'être perçu au cours d'une prospection comme un ensemble de plus petits sites ruraux. Alors, ce biais très important doit être corrigé si l'on veut produire des analyses spatiales significatives. Et je vous propose, à partir d'une étude de cas, de détailler une méthode que j'essaye de mettre en place afin de corriger certains des biais des données issues de prospection.
Alors, on va prendre un cas particulier qui est particulièrement extrême, la zone autour du site palatial de Galatas, puisqu'elle a été prospectée à 2 reprises par 2 projets de prospection différents, et que donc les données sont particulièrement démultipliées dans cette zone. Alors, les deux projets de prospection ayant couvert la zone de Galatas sont d'une part la prospection de la Pédiada, dirigée par Nikos Panayotakis, et qui a eu lieu dans les années 80 sur une surface tout à fait immense de près de 800 km². Cette prospection ne correspond pas aux prospections intensives suivant les standards actuels, puisqu'elle a été réalisée par un homme seul, et qui n'a donc pas pu parcourir l'intégralité de ce territoire, mais qui a basé son enquête sur une approche ethnographique en demandant aux locaux s'ils connaissaient des endroits où des gisements archéologiques pouvaient être inventoriés. Et les résultats de son travail ont été publiés pour la première fois en 2003 dans un article où il recense un nombre extrêmement important de sites archéologiques dans l'ensemble de la Pédiada, du néolithique jusqu'à l'époque vénitienne, et notamment donc dans les périodes qui nous intéressent. Plus récemment, au cours de 3 campagnes de 2005 à 2007, un nouveau projet de prospection a été conduit autour du site palatial de Galatas afin de mieux en comprendre les abords immédiats sur environ 80 km², donc 10 fois moins que la première prospection. Et cette fois-ci, cela correspondait à une prospection suivant les critères, les standards modernes, donc des marcheurs alignés, suivant un espace bien défini qui relève l'intégralité des indices archéologiques qu'ils rencontrent dans le territoire. Alors, ces deux prospections ont produit des données particulièrement différentes. D'une part, les données de la Pédiada ont été classées, les sites issus de la prospection de la Pédiada ont été seulement classés en 2 catégories, soit des habitats étendus, sans précision sur les limites entre ce qu'est un habitat et ce qu'est un habitat étendu. Et de l'autre côté, la prospection autour de Galatas a produit 4 catégories de sites d'habitat, fermes, hameaux, villages et villes, avec des limites précises en termes de superficie. Par ailleurs, les surfaces ont été établies pour chaque période indépendamment dans la prospection de Galatas, et donc on peut suivre l'évolution de la dimension de chaque site au cours du temps, ce qui n'était pas le cas pour la prospection de la Pédiada. Les chronologies relatives employées par les 2 projets sont légèrement différentes. Certaines périodes sont combinées dans la prospection de Galatas et ne le sont pas dans la prospection de la Pédiada, mais compte tenu de la publication, ces différences peuvent être assez facilement corrigées. Mais si l'on regarde la carte issue de ces différents résultats, on se rend compte que de nombreux sites ne trouvent pas de correspondance dans l'autre prospection. C'est-à-dire que de nombreux sites découverts pendant la prospection de la Pédiada n'ont pas été retrouvés dans la prospection autour du site de Galatas et inversement. Ce qui a conduit de nombreux chercheurs à tenir compte uniquement de la plus récente de ces prospections, celle de Galatas, et donc d'ignorer l'ensemble des données produites par Nikos Panayotakis pour l'ensemble de la Pédiada. Néanmoins, il me semble qu'il est intéressant de vérifier et de s'assurer de la représentativité des données pour les 2 prospections, pour chacune de ces prospections. Et pour ce faire, l'on peut étudier la répartition des sites en fonction de l'occupation moderne des sols, afin de vérifier si l'une des prospections ne s'est pas particulièrement attachée à recenser des sites sur certains types de terroirs plus facilement prospectables, plus visibles. Et les résultats nous laissent à penser que les 2 prospections sont tout à fait aussi représentatives l'une que l'autre. La prospection plus ancienne de la Pédiada ne semble donc pas souffrir d'un problème de représentativité plus important que la prospection plus récente autour de Galatas. Il semble donc que les deux prospections puissent être considérées également. Et il faut donc trouver une autre explication pour la disparition de nombreux sites enregistrés pendant la prospection de la Pédiada qui n'ont pas été retrouvés pendant la seconde prospection.
Et ce phénomène a en fait été très souvent observé dans des projets de prospection et de reprospection dans le bassin méditerranéen. Et on a même fini par parler du fait que les sites ruraux apparaissaient et disparaissaient comme des feux tricolores dans le paysage. Et ce, du fait de l'évolution du paysage actuel, l'évolution de la visibilité, du fait de la végétation, des labours ou de l'occupation du sol actuellement. Et donc, d'une campagne de prospection à une autre, certains paramètres pouvant évoluer, certains sites peuvent disparaître ou apparaître à de nombreuses reprises. Mais si on utilise donc les deux prospections, puisqu'on a dit qu'elles étaient tout aussi représentatives, on aggrave le problème mis en avant par Florence Gain-Rodrison, à savoir qu'on se retrouve avec encore plus de sites pour ce territoire, avec une densité de sites encore plus importante, et donc potentiellement d'encore plus nombreux sites qui correspondent en réalité à un seul et unique établissement antique. Alors la solution est toute simple, il faut trouver un moyen de combiner certains de ces sites qui devraient appartenir à un seul et même établissement ancien. On peut donc imaginer que plusieurs gisements archéologiques correspondent à un seul et unique site et qu'on pourrait les regrouper en un seul site plus large. Mais la question est de définir cet espace limite entre deux gisements pour supposer qu'ils sont combinables en un seul site ancien. Et en observant ce qui se passe actuellement, on se rend compte qu'il est parfois très délicat de voir la différence entre un seul et même site ou entre un seul groupement d'habitat et deux groupements séparés. Dans ce cas, par exemple, ici, 70 mètres séparent ces deux groupements d'habitation et ils correspondent pourtant à un seul et même hameau, alors que ces autres fermes un peu plus éloignées sont bien des fermes indépendantes. Alors, il s'agit de jouer sur la valeur limite pour regrouper les sites. Et dans cette étude de cas, en choisissant une limite de 100 mètres, on arrive à regrouper 15 paires de gisements entre elles. Également, 2 triplets de gisements archéologiques qui peuvent être combinés en un seul site. Et enfin, un quadruplet qui est représenté ici. Et on peut suivre, en opérant de la sorte pour chacune des périodes considérées, on peut suivre l'évolution de l'organisation spatiale et le développement de ces sites d'habitat au cours du temps, du Minoen récent II à l'époque hellénistique. Dans ce cas particulier, par exemple, on voit qu'au début, le village, il s'agit d'un hameau qui n'est plus occupé à la période suivante, puis le hameau se redéveloppe et est partiellement abandonné et seulement occupé à un emplacement de ferme, etc., etc. On peut donc suivre l'intégralité de l'évolution du niveau hiérarchique de l'établissement au cours du temps. Et en faisant de la sorte pour l'ensemble des sites qu'on a repérés, on peut mettre à jour les cartes archéologiques, période par période, et ainsi corriger certains biais de la donnée de prospection. Par exemple, pour les périodes du Minoen récent 3, A1, A2 et B, on se rend compte que de nouveaux villages sont détectés par cette méthode et permettent de corriger un peu les premières impressions qu'on pouvait avoir sur les schémas d'implantation dans le territoire pour ces périodes. Donc, cette approche permet de corriger quelque peu la représentativité des données de prospection en corrigeant un biais important. Et elle permet également de mettre à jour les trajectoires évolutives, c'est-à-dire l'évolution du niveau hiérarchique des établissements au cours du temps. Et je voudrais maintenant me pencher un peu plus sur cet aspect de trajectoire évolutive qui est assez fondamental, à mon avis, lorsqu'on étudie le territoire sur le temps très long. Alors, je vais me baser ici sur une autre étude de cas, celle du bassin versant de l'Anapodaris, au sud-est de ma zone d'étude. Et dans ce bassin versant, bien que la donnée archéologique soit peu fournie, on peut produire des cartes archéologiques pour chaque période, comme on l'a fait précédemment, en classant les sites, ici seulement en 3 catégories, ville, village ou petit site rural, les données ne permettant pas de distinguer les hameaux des fermes isolées. Mais ces
ces cartes archéologiques nous donnent uniquement des instantanés de l'occupation du paysage dans le bassin versant de l'Anapodiris et n'incluent pas de composantes temporelles. Elles ne sont donc pas les données les plus pertinentes pour étudier l'organisation du territoire, l'organisation du paysage sur la longue durée. Il est, à mon avis, plus intéressant, plus pertinent d'utiliser la trajectoire évolutive des établissements, c'est-à-dire l'évolution de ce niveau hiérarchique au cours du temps. Et plutôt que de classer les sites période par période entre villes, villages et petits sites ruraux, comme c'était notre cas précédemment, on peut essayer de créer une typologie de ces trajectoires évolutives afin d'extraire de l'ensemble des sites de la zone d'étude les sites dont l'évolution au cours du temps dévoile leur importance dans la structuration du paysage sur le temps long. Et pour ce faire, les trajectoires évolutives, qui sont donc représentées ici, peuvent être classées suivant une méthode, suivant une méthode développée en sciences sociales, la State Sequence Analysis, qui permet de classer des trajectoires de vie le plus souvent, mais qui peut être ici utilisée pour classer la trajectoire évolutive de sites archéologiques. Donc, on mesure la dissimilarité des trajectoires évolutives et à partir de cela, on peut produire une typologie de ces trajectoires évolutives. Et dans cette étude de cas, cela nous permet d'extraire de l'ensemble des sites un groupe de sites, le groupe A sur cette carte, qui semble être très important sur la longue durée et donc avoir un rôle primordial dans la structuration du territoire. Puisque ces sites sont importants sur la longue durée et structurent durablement le territoire, on peut ensuite envisager de modéliser autour de ces sites des territoires qui pourraient avoir une certaine réalité dans l'Antiquité. Mais plutôt que de poursuivre sur cette étude de cas, je vous propose de nous déplacer un peu vers l'est, dans le Mirambello, pour étudier les frontières du site de Lato. Alors pourquoi ce choix? Eh bien parce que les frontières de Lato sont déjà très bien connues par d'autres sources, notamment des sources épigraphiques, puisque quatre documents épigraphiques renseignent sur certaines parties ou sur l'intégralité du parcours de la frontière de la cité-État de Lato à la fin du IIe siècle de notre ère. Et donc, des travaux précédents ont déjà restitué les frontières avec quelques variantes en fonction des travaux. Et par ailleurs, on a quelques données archéologiques aussi qui nous renseignent sur l'emplacement de ces frontières avec des fortins au sud, plus un au nord, et un sanctuaire extra-urbain mentionné dans les documents épigraphiques au nord, à Stalenica. Et donc, puisque nous avons beaucoup de données sur les frontières de Lato et que celles-ci ont déjà été partiellement reconstituées en replaçant dans le paysage moderne les toponymes mentionnés dans les documents épigraphiques, on peut essayer de tester la modélisation des territoires pour le site de Lato, qu'on pourra ensuite appliquer à d'autres sites, en Crète centrale par exemple, et par exemple dans le bassin versant de l'Anapodiris, dont je vous ai parlé précédemment. Alors, la méthode la plus classique pour modéliser des territoires, la plus connue, c'est les polygones de Thyssen, qui sont donc des polygones qui découpent le territoire équitablement entre les différents sites. Et maintenant qu'on peut utiliser des systèmes d'information géographique, on peut améliorer un peu cette modélisation des polygones de Thyssen, en appliquant la Least Cost Type Catchment Analysis, qui est simplement une amélioration des polygones de Thyssen qui ne prend plus en compte une simple distance euclidienne pour séparer le territoire, mais une distance coût, c'est-à-dire qu'elle prend en compte le relief. Cette méthode a déjà été appliquée en Attique par Sylvian Fachard pour modéliser les frontières des dèmes attiques. Et les résultats de sa modélisation correspondent particulièrement bien à l'emplacement des bornes, des oroïs, que l'on connaît en Attique,
Et cela semble prouver que cette méthode est particulièrement adaptée à la modélisation de DEM. Et donc, on peut ici maintenant tenter de voir si cette méthode est applicable dans le cas de cité-État en Crète. Malheureusement, cette méthode est particulièrement applicable dans le cas d'entités territoriales de taille similaire, comme c'était le cas des DEM attiques. Et au IIe siècle avant notre ère, dans la région du Mirambello, les cités n'ont pas du tout des tailles homogènes, puisque l'Ictos s'est développé sur une grande partie du Lacity. Hiérapeitna au sud est devenue aussi très grande, et Lato est coincé entre les deux et d'une taille bien plus réduite. Si on appliquait directement la méthode précédemment citée, les résultats ne seraient pas du tout corrects et ne correspondraient pas du tout aux résultats déjà établis par l'étude des données épigraphiques. Par chance, John Bincliffe a popularisé un modèle, la Normal Police, qui suggère qu'au cours de leur développement, les cités-États absorbent leurs voisines en intégrant leur territoire. Et donc, si l'on modélise les territoires de chacune de ces protopoleis, de chacun de ces sites secondaires, et qu'on les assemble par la suite, on devrait pouvoir obtenir une modélisation bien plus correcte. Alors, c'est ce que j'ai tenté en prenant en compte l'ensemble des sites qui étaient indépendants à l'époque archaïque, plutôt qu'en considérant uniquement les sites indépendants au second siècle avant notre ère. Alors, on peut donc tester différentes méthodes pour voir laquelle fonctionne le mieux dans ce cas. Et ensuite, ces différentes méthodes peuvent être classées en minimisant la distance des frontières aux sites frontières qui donc devraient être situés à proximité immédiate des frontières modélisées. Et les résultats obtenus suggèrent que cette méthode de modélisation fonctionne aussi très bien dans le cas de cités-États en Crète, bien sûr en prenant en compte ces sites secondaires d'époque archaïque pour modéliser les territoires. Et on se retrouve, sans rentrer dans le détail, avec des frontières qui correspondent largement aux frontières établies dans les études épigraphiques. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a ici besoin de faire appel à des sites importants, mais qui ne sont plus importants à l'époque dont on parle dans la modélisation. Et c'est là qu'intervient aussi l'intérêt de l'étude des trajectoires évolutives des établissements. Puisqu'en étudiant l'ensemble des trajectoires évolutives des établissements dans cette zone, on pourrait aussi extraire les sites qui ont été utilisés dans la modélisation et donc permettre une modélisation correcte. Dans le cas du Mirambello, les sites sont déjà connus, mais en Crète centrale, où les données sont bien plus lacunaires, il semble donc très important de commencer par étudier les trajectoires évolutives des établissements pour ensuite pouvoir modéliser correctement les territoires autour de ces sites. Par ailleurs, puisque la modélisation fonctionne, il semble que l'assertion territoriale du modèle de la Normal Police est correcte. On a donc bien des cités-États qui se développent en absorbant l'intégralité du territoire de leurs voisines au cours du temps, et donc des frontières qui changent très peu au cours du temps. Celles-ci ne sont parfois plus utilisées puisqu'elles se retrouvent à l'intérieur d'un territoire plus large, mais les tracés des territoires de l'époque archaïque continuent d'être ceux utilisés pour dessiner les frontières aux époques hellénistiques, aux époques suivantes, et en particulier à l'époque hellénistique. Après cette étude du territoire en lui-même, je voudrais maintenant, dans une dernière étude de cas, m'attacher à étudier les choix d'implantation des sites dans le territoire, et en particulier le lien entre les choix d'implantation des sites et les axes de communication. Alors, malheureusement, en Crète centrale, les données sont presque inexistantes sur les axes routiers pour les périodes qui m'intéressent.
Et il faut donc, là encore, modéliser des axes de communication, des routes. La méthode la plus traditionnelle pour modéliser des routes fait appel au chemin de moindre coût entre deux sites archéologiques. Par exemple, on peut produire un chemin qui demande le moins d'efforts en prenant en compte le relief, la pente. Et donc, on trace ainsi une route entre ces deux sites. Mais si on veut étudier les choix, l'implantation des sites par rapport aux axes de communication, on ne peut pas appliquer cette méthode puisque celle-ci, puisqu'elle relie les sites directement les uns avec les autres, ne permet pas de mesurer leur attraction. L'attraction du réseau de communication ne peut pas être mesurée si ce réseau de communication est développé directement de site à site, puisque tous les sites seront alors directement situés sur le réseau. Il faut donc modéliser un réseau uniquement basé sur les données topographiques, géographiques, et une méthode utilisable pour cela est la Focal Mobility Network procédure, qui a été développée il y a une quinzaine d'années et qui n'a besoin que d'un seul point pour produire un réseau en utilisant des algorithmes utilisés habituellement en hydrographie. Et Sylviane Dédérix, au cours de sa thèse ici à l'UC Louvain, a proposé une amélioration de cette méthode en cumulant plusieurs Focal Mobility Networks afin de produire un réseau beaucoup plus dense, beaucoup plus complexe, uniquement basé sur la topographie et qui produit donc des corridors naturels de mouvement qui prennent en compte le relief et donc uniquement des contraintes naturelles. Alors, on peut donc modéliser ici un réseau de communication relativement complexe, mais il est difficile à ce stade de savoir si celui-ci a correspond à une quelconque réalité dans l'Antiquité. Et pour ce faire, on peut réintroduire, bien entendu, les sites archéologiques. Et par exemple, en regardant dans la zone ici, à l'ouest du Lacity, on se rend compte que de nombreux sites d'époque archaïque, ici tous les sites représentés sont tous d'époque archaïque, de nombreux sites s'installent le long de l'axe modélisé, semblant confirmer que cet axe était bien un axe utilisé, un axe réel, au moins à l'époque archaïque. On peut multiplier les exemples de la sorte, et donc, semble-t-il, cette approche modélisatrice donne des résultats relativement intéressants pour nous archéologues. Maintenant, en partant de ce réseau relativement complexe, il serait intéressant de savoir de repérer les axes les plus importants dans le réseau en termes de connectivité. Quels sont les axes les plus importants dans ce réseau et quels sont les axes qui permettent de rejoindre le reste de la zone le plus facilement. Et pour ce faire, on peut faire appel à l'analyse de réseau qui permet de mesurer la centralité de ces différents axes et donc de mesurer leur importance à l'intérieur du réseau. Donc ici, en rouge, sont les axes les plus importants en termes de centralité et en bleu, les moins importants. L'étape suivante est de réintroduire bien sûr les sites archéologiques et donc on peut mesurer la distance de ces sites au réseau, ce qui est assez communément fait, mais aussi, et ce qui est ici relativement nouveau, c'est d'évaluer l'importance, la centralité des axes les plus proches de chacun des sites. Et on peut essayer d'étudier l'impact du temps et du niveau hiérarchique des établissements sur les résultats obtenus, pour voir s'il existe des préférences à certaines époques et en fonction du niveau hiérarchique des établissements. Et je vais passer rapidement sur les tests statistiques réalisés, mais les résultats sont relativement intéressants. On aperçoit par exemple que la distance au réseau augmente au Minoan récent 3C, ce qui est un résultat attendu, puisqu'on sait qu'en Crète, au Minoan récent 3C, de nombreux sites, les espaces, les plaines sont abandonnées au profit de sites montagneux. On a donc bien une confirmation des résultats observés ici. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que lorsqu'on s'intéresse à la centralité, aux valeurs de centralité des axes, on se rend compte qu'au Minoan récent 3C, certes, les communautés s'éloignent du réseau principal, mais sélectionnent néanmoins des axes importants
comme axe le plus proche. C'est-à-dire qu'il s'installe dans des montagnes à distance du réseau, mais l'axe le plus proche des sites est bien un axe principal de ce réseau. On s'éloigne donc du réseau, mais on continue d'en admettre l'importance. Et ce schéma se retrouve également au protogéométrique et au géométrique, avant qu'à partir de l'époque archaïque, la centralité des axes semble être un élément moins important. On peut maintenant étudier l'impact du niveau hiérarchique des établissements sur ces deux facteurs de distance au réseau et d'importance des axes les plus proches. Et ici ne sont présentées que certaines périodes, puisque pour les autres périodes, les résultats n'étaient pas statistiquement significatifs. Mais donc, ce qu'on observe pour la distance moyenne au réseau, c'est que, à l'exception des fermes, plus le site est important, plus il est proche du réseau, y compris au Minoan récent 3C, où on décide de s'éloigner volontairement de ces réseaux. Et pour ce qui est de la centralité, aux périodes de développement de la cité-État, donc à partir du géométrique jusqu'à l'époque hellénistique, on observe que les sites sont d'autant plus importants qu'ils sont proches d'un axe important. Et ils tirent sans doute donc parti de l'importance des réseaux à proximité. Et donc, on peut dégager ainsi trois phases principales dans l'impact des axes de communication sur les sites. Donc, du Minoan récent 2 au Minoan récent 3B, la proximité du réseau semble être un critère important pour installer un nouveau site, mais les axes principaux ne semblent pas être sélectionnés. À partir du Minoan récent 3C jusqu'à l'époque géométrique, on s'éloigne volontairement du réseau de communication tout en sélectionnant les axes principaux. Et à partir de l'époque géométrique et ensuite pendant les époques archaïques à hellénistiques, donc le cœur du développement de la cité-État, on s'intéresse à nouveau à se rapprocher du réseau et on sélectionne particulièrement les axes principaux qui permettent de développer des sites bien plus importants. Alors je vais m'arrêter là avec ces quelques exemples et je voudrais juste conclure en disant que je crois que l'analyse spatiale peut apporter beaucoup à l'archéologie de la Crète en particulier, en mettant en valeur, en favorisant la mise en valeur des données archéologiques, y compris des données archéologiques plus anciennes, qu'on peut réutiliser en améliorant certains paramètres. Elle permet une meilleure connaissance des territoires et également, elle permet d'étudier plusieurs facteurs dans le choix d'implantation des sites. Je vous remercie de votre attention.